Assalamu alaikum. Bonjour à tous et à toutes. Euh, on se retrouve pour traiter le 6e chapitre dans la matière de droit. Ce chapitre sera réservé à la personnalité juridique. Il sera traité dans 2 vidéos. Donc la première sera consacrée au traitement de la première section, c'est-à-dire sera réservé à l'étude de la personne physique. Et dans cette vidéo, on va traiter les 2 premiers paragraphes. D'abord l'acquisition de la personnalité juridique, puis le régime de la capacité juridique. Et dans une 2e vidéo, donc, on va essayer donc de traiter le 3e paragraphe, c'est-à-dire les éléments qu'on utilise pour identifier la personne physique. Puis on va reprendre avec la 2e section, donc on va traiter la personne morale. Et pour ce faire, donc on va traiter 2 paragraphes. D'abord les distinctions entre les sociétés qui existent, mais également la manière par laquelle la personnalité morale s'acquiert et les effets de cette acquisition. Alors, à la barakati. Pour cette première vidéo, donc elle sera réservée donc à l'étude de la personnalité physique. On va commencer par l'acquisition de la personnalité juridique. Alors, comme principe de base, la personne physique acquiert la personnalité juridique dès la naissance et la perd à la mort. C'est-à-dire une personne physique acquiert sa personnalité juridique à partir de sa naissance. Et cette personnalité physique peut être perdue donc après la mort et le décès de cette personne. C'est-à-dire donc la durée, donc si on a droit de le dire, de la validité donc de cette personnalité physique d'une personne, donc s'étale entre la naissance et la mort. Alors, lorsqu'il est établi que l'enfant est né vivant, regardez, donc il faut mettre l'accent sur la naissance avec la condition à ce que le bébé est né vivant. Suite au premier, donc comment on peut connaître que le bébé est né vivant? Suite à quoi soit les premiers vagissements, donc les premiers cris de bébé une fois qu'il est né, ou bien l'allaitement, ou à d'autres indices analogues à ça. Tous les signes qui renseignent sur la vie de la personne donc, peuvent être utilisés pour confirmer que la naissance de cet enfant est faite tout en étant vivant. Alors, il acquiert la personnalité juridique. Donc, ceci selon l'article 331 du Code de la famille. Donc, ce code qui réglemente la personnalité juridique au Maroc et ses conditions générales d'acquisition. Donc, je reprends le principe de base. Selon l'article 331 du Code de la famille, une personne peut acquérir sa personnalité juridique à partir du moment où il est né vivant jusqu'à sa mort. Et bien sûr, donc après la mort, donc sa mort, donc il perd de cette personnalité. Alors cependant, ce principe n'est pas absolu. Donc ce principe, c'est vrai, donc c'est la règle générale, mais avec des exceptions, c'est-à-dire il connaît un certain nombre d'exceptions. Parmi les exceptions, on va commencer par la première exception, c'est que il connaît donc 2 exceptions liées à des situations particulières. La première situation, c'est l'attribution de la personnalité avant la naissance. Des fois, dans certaines circonstances précises, certaines conditions précises, le législateur ou bien la loi donne le droit à une personne, c'est-à-dire donc il permet à cette personne d'acquérir la personnalité juridique avant la naissance. Exemple, lorsqu'il y a, bien sûr, donc la condition c'est que lorsqu'il y va donc de son intérêt, c'est-à-dire donc cet enfant a de l'intérêt d'acquérir sa personnalité juridique avant la naissance, donc le législateur attribue donc cette personnalité donc à cet enfant avant même la naissance, alors que la règle de l'article 331, il insiste sur quoi? Sur la naissance, et surtout donc il faut que l'enfant montre un certain nombre d'indices ou bien de signes de vie. Par exemple, les premiers vagissements, l'allaitement
ou bien tout autre indice analogue, ou bien identique, ou bien qui est analogue à ces deux premiers indices. Donc, cette exception, c'est-à-dire quoi? Des fois, dans certaines circonstances, on peut attribuer la personnalité avec bien évidemment ses effets à une personne avant, à un bébé avant sa naissance, c'est-à-dire donc pendant la période de sa conception. Alors, cette attribution anticipée, on parlait ici donc de l'attribution anticipée. Cette attribution anticipée de la personnalité juridique à l'enfant à partir de la date de sa conception n'est effective que si elle est née vivant, c'est-à-dire donc la condition à ce qu'il bénéficie de cette exception, donc il faut que l'enfant soit né vivant et continue à vivre pour qu'il bénéficie bien évidemment de ses droits à partir de la date de sa conception. Si jamais son père est décédé donc à partir avant sa naissance, c'est-à-dire pendant sa conception, il peut bénéficier de l'héritage, il a droit de bénéficier de l'héritage, au moins, c'est-à-dire cette capacité de jouissance, il a le plein droit d'en bénéficier parce que ça va dans son intérêt. Sinon, si on applique l'article 331, donc cet enfant peut être exclu normalement de l'héritage. Mais le législateur, donc, il a arrêté ces exceptions justement pour protéger l'enfant, les enfants, les bébés, contre bien évidemment donc un abus ou bien contre toute perte de leurs droits, faute de quoi, faute de l'application de cet article. Alors donc je récapitule. Donc cette exception donne, dans cette exception, on peut attribuer la personnalité juridique à un enfant à partir de la date de sa conception, mais il faut vérifier et montrer comme quoi que cette exception, cette attribution va dans l'intérêt et dans l'intérêt de cet enfant. Alors donc, maintenant le deuxième exception, c'est la présomption de décès. Donc là, ça montre la perte là, ça concerne la perte de la personnalité. Dans certaines circonstances ou bien dans certaines situations, le doute persiste sur le décès ou la survie d'un individu. Des fois, la disparition, une personne disparue, donc on ne sait pas exactement est-ce qu'il est décédé, est-ce qu'il n'est pas décédé. Donc il y a un doute autour de son décès ou son non-décès. Donc, c'est-à-dire donc une personne, on n'a plus de nouvelles sur cette personne, elle est disparue donc il y a longtemps, donc mais il y a toujours un doute, donc on ne peut pas. Il y a un doute de trancher, est-ce qu'il est décédé, est-ce qu'il n'est pas décédé. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Alors doit-elle être, la question à poser, c'est quoi? Doit-elle être considérée comme étant vivant, c'est-à-dire il bénéficie de son droit de sa personnalité juridique, c'est-à-dire donc c'est l'impossible d'ouvrir la succession, c'est-à-dire d'ouvrir la question de l'héritage, deuxième question, jusqu'à quelle date, ou doit-elle être considérée comme étant décédée et en conséquence ouvrir sa succession. Donc là, il y a quand même donc un doute autour de son décès et par conséquent, les effets également de ce doute sont également importantes. Également, ces effets sont quand même soi-disant donc considérables. On ne peut pas, c'est-à-dire, est-ce que le débat donc ici autour de quoi, de l'ouverture, certes le plus important dans cette question du décès, de la perte de la personnalité juridique, c'est la question de l'ouverture de la succession. Est-ce que dans ce cas où il y a un doute, est-ce qu'on a le droit d'ouvrir la succession et d'ouvrir l'héritage, ou bien donc il faut arrêter normalement, il faut attendre jusqu'à ce qu'on s'assure donc d'une manière certaine donc de son décès. Alors donc là il y a de la procédure, donc la procédure de déclaration du décès donc des faits sur les circonstances de la disparition. Pourquoi? Parce que pour qu'une personne perde sa personnalité après son décès, donc il faut procéder à une déclaration du décès. À défaut de quoi, donc on ne peut pas ouvrir la succession. Donc c'est pour cette raison, donc on insiste, une fois qu'une personne est décédée, donc on insiste sur quoi? Sur donc la déclaration de son décès. Alors donc lorsqu'une personne a disparu, dans des circonstances exceptionnelles, rendant sa mort probable, donc il faut procéder à une déclaration du décès. Donc là, il y a de la procédure, donc la procédure de déclaration du décès donc des faits sur les circonstances de la disparition. Pourquoi? Parce que pour qu'une personne perde sa personnalité après son décès, donc il faut procéder à une déclaration du décès. À défaut de quoi, donc on ne peut pas ouvrir la succession. Donc c'est pour cette raison, donc on insiste, une fois qu'une personne est décédée, donc on insiste sur quoi? Sur donc la déclaration de son décès. Alors donc lorsqu'une personne a disparu, dans des circonstances exceptionnelles, rendant sa mort probable,
Par exemple, crash d'avion, naufrage, incendie, donc et ainsi de suite. Dans certaines situations, ces événements peuvent, c'est vrai donc qu'une personne est déclarée disparue, mais on n'a pas normalement des informations exactes sur le décès de la personne ou bien sa survie. Et ce qu'on fait, normalement, un jugement déclaratif du décès est rendu à l'expiration d'un délai d'une année. C'est-à-dire qu'il faut attendre, après ces événements, une année courante, à compter de la date à laquelle tout espoir a été perdu, de savoir en cas maintenant de crash d'un avion, lorsque normalement on vérifie les personnes, c'est jamais donc l'avion déjà est repéré, on a repéré où ce crash a été fait, donc on peut facilement donc collecter des informations sur quoi, sur la situation et à rédiger un compte rendu, c'est-à-dire ce sont les autorités compétentes qui rédigent et donner normalement des informations suffisantes sur quoi, sur l'absence de l'espoir à ce que les personnes soient l'espoir a été normalement, est-ce qu'on a perdu de l'espoir de quoi, de savoir si elle est morte ou bien si la personne elle est morte ou bien elle est vivante. Et à partir de cette date-là, donc il faut compter une année à la fin, à l'expiration d'une année, donc on déclare, on demande normalement, on déclare le décès de la personne. Dans les autres cas, il appartient au tribunal de fixer la période au terme de laquelle elle rendra le jugement déclaratif du décès. Donc, dans des situations autres que les cas où un jugement déclaratif du décès est rendu donc à la fin d'un délai d'une année courant, à partir bien évidemment de la date dont on a déclaré qu'il n'y a plus d'espoir de savoir est-ce que la personne est-elle morte ou bien est-elle vivante. Là, cette fois-ci, dans les autres cas, c'est au tribunal de fixer la période au terme de laquelle elle rendra le jugement déclaratif du décès, et ce, après une enquête et investigation, c'est-à-dire dans ces cas, donc il faut ouvrir une enquête, des investigations par tous les moyens possibles, bien évidemment des autorités compétentes pour la recherche de la personne disparue. Donc on ouvre une enquête, il faut attendre bien évidemment les résultats de l'enquête pour déclarer ou non déclarer est-ce que la personne est décédée, est morte ou non. Maintenant, ce qui importe dans ces exceptions, ces cas d'exception, ce sont les effets de la déclaration de décès. Il y a un doute, mais on a suivi la procédure. Supposons on a déclaré décédée, morte une personne. Maintenant, donc cette déclaration ouvre bien évidemment, donc généralement, il ouvre droit à la succession. Donc, sont les mêmes, bien sûr, donc les effets, cette déclaration dans ces circonstances produit les mêmes effets que dans le décès réel. Tant que sur le plan patrimonial, sur le plan de patrimoine, ça permet d'ouvrir le droit à la succession, ou matrimonial, la femme est déclarée veuve et elle a droit, il peut se marier. Remarque, maintenant, s'il s'avère par la suite, là se pose un problème parce qu'on a dit il y a un doute, la personne ne sait pas exactement est-ce que la personne est vivante ou bien est morte. Par exemple, s'il s'avère par la suite que la personne est toujours en vie, elle est disparue, certes, on a respecté la procédure dans les deux cas, mais on s'est rendu compte que la personne est toujours en vie. Et c'est dans ce cas-là, le tribunal doit rendre une décision qui annule le jugement déclaratif du décès avec tous ses effets, à l'exception du remariage de l'épouse du disparu qui demeure valable s'il a été consommé. C'est-à-dire ce qui met sur le plan patrimonial, une fois qu'on déclare, qu'on rend une décision, le tribunal rend une décision d'annulation du jugement déclaratif du décès, donc il faut bien évidemment donc restituer donc la situation patrimoniale de cette personne, mais en termes de la situation matrimoniale, c'est déjà trop tard, donc on ne peut pas demander à cette femme qui se remarie donc de demander son divorce par son deuxième
notre deuxième époux, donc la situation reste la même. Donc, on garde l'exception. Normalement, ce mariage, ce remariage en fait demeure valable. C'est déjà donc, il a été consommé. Donc, c'est-à-dire donc, on peut demander bien évidemment la restitution de la situation de la personne qu'on a déclarée décédée, au moins sur le plan matrimonial. Sur le plan matrimonial, donc c'est déjà trop. Alors maintenant, le régime, concernant le régime de la capacité juridique. C'est un élément essentiel. Qu'est-ce qu'on entend par la capacité juridique d'une personne? Pourquoi? Parce qu'une personne qui a de la personnalité juridique, c'est-à-dire donc qu'il est capable juridiquement. Alors, commençons par une petite définition. Qu'est-ce que la capacité juridique? En fait, c'est quoi? C'est l'aptitude de la personne ou bien la capacité de la personne à jouir des droits, les droits d'elle, et des obligations également, assumer donc ces obligations. Là, on parlait de la capacité de jouissance d'une part et d'exercer ses droits et assumer les obligations résultant de ses actes. C'est ce qu'on appelle la capacité d'exercice. Donc, la capacité juridique, enfin, donc, se divise en deux parties. Donc, la première partie, donc, c'est la capacité de jouissance. Et la deuxième, c'est la capacité d'exercice. C'est-à-dire la capacité juridique, en fin de compte, c'est quoi? C'est une aptitude, une capacité de la personne à jouir des droits et des obligations, mais également à exercer ses droits et assumer ses obligations. Là, de manière générale. Comme ça, donc, on parle de deux types de capacités. Donc, exactement. Donc, il y a deux sortes de capacités selon l'article 206, toujours le Code de la famille. La capacité de jouissance sur l'article 207, ça signifie quoi? C'est la faculté d'acquérir des droits et d'assumer des devoirs qui est attachée à la personne dès sa naissance jusqu'à sa mort. C'est-à-dire la faculté, donc cette possibilité d'acquérir des droits. Est-ce que la personne peut les acquérir ou bien les exercer? C'est vrai donc qu'il a cette possibilité d'acquérir les droits et d'assumer les devoirs, mais reste à vérifier ce qu'il est capable d'exercer ou il n'est pas capable d'exercer. Ce qui compte ici, c'est uniquement donc la faculté d'acquérir des droits. Selon l'article 207, toute personne née vivante a droit à acquérir ses droits et assumer ses devoirs jusqu'à sa mort. Comme ça, donc, on parlait de la capacité de jouissance. Deuxième capacité qui est importante, qui est conditionnée, c'est la capacité d'exercice. Elle n'est pas garantie à tout le monde, bien sûr. Donc, selon l'article 208, toujours le même code, c'est la faculté de quoi? La faculté qu'a une personne d'exercer ses droits personnels et patrimoniaux et qui rend ses actes valides. C'est-à-dire donc on passe de la jouissance vers l'exercice de ses droits et le fait d'assumer également les obligations. C'est-à-dire, c'est la faculté donc en fait la capacité d'exercice القدرة أنك تمارس التفاعل ولكن خصك عاوتاني تبرر وتشوف il faut pardon il faut vérifier la capacité également d'exercer personnellement donc de ses droits. C'est-à-dire exercer les droits aussi bien personnels et patrimoniaux, et qui rend bien évidemment cette capacité rend les actes de cette personne valides. C'est-à-dire par exemple achat, vente, donner sous forme de dons et ainsi de suite. Ce sont un certain nombre d'actes, mais il faut que la personne acquiert donc la capacité d'exercice pour que ces actes soient valides. Sinon, ils sont bien évidemment nuls de plein droit. Alors maintenant, la reconnaissance de la capacité d'exercice, elle est reconnue donc à toute personne ayant atteint l'âge de la majorité. Regardez donc ici. Donc on a commencé donc à préciser, ce n'est plus donc depuis la naissance pour la capacité d'exercice comme si c'était le cas dans la capacité de jouissance. Pour la capacité d'exercice, donc il faut atteindre l'âge de la majorité, à moins qu'un motif quelconque ne lui limite ou ne lui fasse perdre cette capacité. L'âge de la majorité, c'est la condition, mais il faut que la personne
ne soit pas interdit ou bien sa capacité ne soit pas limitée par bien évidemment donc un événement particulier. La première des choses, c'est la majorité, mais également il faut voir, il faut vérifier à ce que la personne, est-ce qu'il n'y a pas un motif qui limite à cette personne cette capacité. Maintenant, une petite remarque. Il est à noter qu'il y a donc lieu de distinguer les personnes ayant la pleine capacité pleine donc d'exercer, et des personnes ne jouissant pas de cette capacité ou jouissant d'une capacité partielle. Donc les régimes de la capacité, soit le premier régime, c'est la capacité complète, parfaite. La deuxième, l'absence de cette capacité, ou bien une capacité qui est partielle. Alors maintenant, concernant la capacité d'exercice, la pleine capacité d'exercice s'acquiert par toute personne ayant atteint l'âge de la majorité fixé à 18 ans, à 18 années, grégorien révolu, sauf pour le démon. Regardez, donc pour les exceptions, le principe de base sur l'article 209 et 210 du Code de la famille au Maroc, donc la pleine capacité s'acquiert donc sous la condition de l'âge de la majorité qui est, selon ce code, 18 ans grégorien révolu, sauf pour le démon, c'est-à-dire le fou, le prodigue, sa fille, et le faible d'esprit, c'est-à-dire quelqu'un qui est handicapé mentalement. C'est-à-dire donc maintenant, les exceptions ou bien les limites à la capacité sont en nombre de 3 selon l'article 209 et 210 du Code de la famille. Et d'abord le démon, un fou, le prodigue, quelqu'un qui dilapide sa fortune d'une manière irrationnelle, puis quelqu'un qui est handicapé mentalement, quelqu'un qui est faible d'esprit. Alors toutefois, également, le principe c'est 18 ans, mais également le mineur de moins de 18 ans peut bénéficier d'une déclaration d'émancipation ou bien d'une autorisation d'administration d'une partie de ses biens. Alors, donc la base, le principe c'est 18 ans, mais c'est à condition à ce que la personne ne soit pas démon, ne soit pas prodigue, ne soit pas de faible d'esprit. Mais également, pour les mineurs qui ont moins de 18 ans, c'est-à-dire on va voir à partir de 2 ans jusqu'à 18 ans, donc ils peuvent bénéficier soit de l'émancipation, on va voir ça à partir de 16 ans et 18 ans, et l'autorisation de l'administration d'une partie de ses biens entre 2 ans jusqu'à 16 ans. Maintenant, pour la déclaration maintenant d'émancipation, quelqu'un, un mineur, a-t-il le droit de déclarer son émancipation, c'est-à-dire de bénéficier d'une capacité d'exercice avant l'âge de 18 ans. Sur l'article 218, l'émancipation est une reconnaissance anticipée, c'est-à-dire on reconnaît d'une manière anticipée de la pleine capacité d'exercice au mineur ayant atteint l'âge de 16 ans. C'est-à-dire donc la condition à ce que la personne bénéficie, à ce qu'un enfant bénéficie de l'émancipation ou bien de cette reconnaissance anticipée, il faut qu'il atteigne déjà l'âge de 16 ans et qu'il montre des signes de la maturité. C'est-à-dire donc il faut qu'il soit quelqu'un de mature, quelqu'un qui raisonne logiquement, quelqu'un qui sait très bien défendre son intérêt. Alors l'émancipation est conférée par le tribunal, donc c'est le tribunal qui a la compétence d'attribuer et de conférer cette émancipation à un enfant à la demande soit de l'intéressé, parce que là on considère qu'il est déjà mature, qu'il a de la maturité suffisante pour déclarer, pour demander au tribunal son émancipation, ou bien de son représentant légal. Un représentant légal, il a droit, soit ses parents, soit bien évidemment on va voir ça dans la représentation. Alors, donc le mineur émancipé entre en possession de ses biens et acquiert la pleine capacité de les gérer et d'en disposer. Donc là, il se comporte de la même façon que quelqu'un qui a 18 ans.
qui a 18 ans, qui est parfait, qui n'est ni démon, ni prodigue, ni faible d'esprit. Maintenant, l'autorisation. Selon l'article 214, un enfant également, le mineur, ayant atteint l'âge de 2 ans, 2 années révolues, mais il est doué de discernement. Il y a des cas, bien sûr, qui sont à partir de 10 ans déjà, donc il a l'aptitude de juger donc avec un bon sens les choses. Donc il peut bénéficier de l'autorisation, c'est-à-dire qu'il peut recevoir de son représentant légal une partie. Regardez, là on ne parle pas de la capacité complète et la pleine capacité, mais normalement une partie. Donc il peut demander à son représentant légal de recevoir une partie de ses biens à administrer à titre d'essai. Commence par normalement administrer une partie à titre d'essai, puis s'il a montré qu'il a réussi l'administration de cette partie, donc il peut bénéficier bien évidemment de la pleine capacité après. Alors le mineur est autorisé à cet effet par son tuteur légal ou par une décision du juge chargé des affaires des mineurs sur demande du mineur lui-même, soit que cet enfant demande à son tuteur, à titre d'essai, de l'administrer une partie de ses biens, sinon il exprime sa demande au tribunal et il doit attendre une décision du juge chargé des affaires mineurs, soit sur sa demande, ou bien si le tuteur datif, c'est-à-dire désigné par voie judiciaire, ou bien testamentaire, le tuteur désigné par le testament de ses parents. Alors, le mineur est alors considéré comme ayant la capacité d'exercice, mais uniquement dans le domaine de l'autorisation. C'est-à-dire, donc, il faut faire une distinction entre l'émancipation et l'autorisation. Sur l'article 218, l'émancipation, il permet à la personne de bénéficier d'une pleine capacité d'exercice, alors que l'autorisation, elle est normalement limitée au domaine de l'autorisation, c'est-à-dire un domaine bien précis. Partie par exemple des biens de mineur. Maintenant, pour les cas de l'incapacité, un majeur peut être incapable, même s'il a 18 ans, et qu'on distingue entre deux catégories d'incapacité ou bien d'incapables qui sont soumis au régime de la tutelle. D'abord, les catégories des incapables, ceux qui n'ont aucune capacité d'exercice et ceux dont la capacité d'exercice est simplement limitée. Donc, deux cas d'incapables. D'abord, ceux qui ont une capacité d'exercice, qui n'ont aucune capacité d'exercice, ou bien ceux dont la capacité d'exercice donc, est limitée à des domaines bien déterminés. Alors maintenant, sur l'article 213, le code de la famille, la capacité d'exercice est limitée dans les cas suivants. Regardez donc le premier cas, l'enfant qui, ayant atteint l'âge de discernement, n'a pas atteint celui de la majorité. Deuxième est soit un prodigue, sa fille, اللي كيصرف الفلوس ديالو بطريقه غير عقلانيه، كيخسر بزاف وفي حوايج اللي خاويين. لو فيبل ديسبري، واحد كيمشي ليه مثلا العقل، مثلا كيغيب ليه العقل مره. Puis maintenant les motifs d'interdiction sont de deux sortes. Là, on a la limite, donc on limite la capacité des personnes, mais le deuxième cas, on interdit catégoriquement la capacité. Alors, donc le premier limite la capacité d'exercice sans la faire perdre. Il s'agit là donc de prodigue, faible d'esprit, l'enfant en bas d'âge de 18 ans de 2 ans à 18 ans. Maintenant, pour la seconde, on a l'interdiction. Donc, c'est un fait. Il fait perdre la capacité d'exercice. Il a fait les motifs d'interdiction. Il perd la capacité d'exercice. Il s'agit là de l'aliéné. Quelqu'un qui est aliéné, un fou, de l'enfant en bas d'âge, n'ayant pas atteint l'âge de 2 ans, moins de 2 ans, donc il n'y a ni émancipation, ni autorisation. Et on a donc la personne, donc il perd en totalité sa capacité d'exercice. Alors, donc, ceux qui ne jouissent, des personnes qui ne jouissent d'aucune capacité d'exercice sont, pour récapituler en fait, donc c'est l'enfant qui n'a pas atteint l'âge de discernement fixé à 2 ans,
C'est la règle générale. Quelqu'un qui n'a pas 2 ans, donc il n'a pas de la chance c'est-à-dire de bénéficier de la capacité d'exercice, même s'il a montré des signes de discernement. Deuxième cas, le démon, c'est-à-dire la personne majeure qui a perdu de la raison. Troisième, un fou par exemple. Par contre, la personne qui perd la raison de manière discontinue, il y a que des personnes qui sont de faibles d'esprit, qui ne raisonnent pas comme il faut, mais également il y a des personnes qui perdent de temps en temps donc c'est-à-dire donc le raison. À pleine capacité durant ces moments de lucidité, alors que la perte volontaire, il faut distinguer entre la perte volontaire et involontaire. Si une personne a perdu donc sa raison donc d'une manière volontaire, donc de la raison, elle ne dégage pas sa responsabilité, il est toujours responsable. D'accord, un alcooliste par exemple qui boit beaucoup donc d'alcool, s'il a perdu sa raison et il a réalisé une transaction, il assume la responsabilité. Donc il n'est pas sa responsabilité ne se dégage pas. Mais s'il est malade, il perd, vérifie médicalement que la personne donc perd de temps en temps donc sa raison. Là, lorsqu'il perd au moment où il perd la raison, donc c'est-à-dire la responsabilité. Sa responsabilité est dégagée. À retenir que, d'abord, les actes, regardez, donc ce qui compte dans la capacité d'exercice, ce sont les effets des actes passés. Maintenant, donc, dans ce cas-là, donc, les actes passés par ces personnes, c'est-à-dire les personnes qui sont incapables ou bien qui sont interdits, donc ils sont incapables d'une manière limitée. Ces personnes les actes passés par ces personnes, soit qui sont interdits ou bien dont la capacité est limitée, donc leurs actes passés qui sont déjà réalisés sont nuls et de nul effet. Donc on les considère comme c'est jamais il n'est pas fait, il n'est pas passé. Donc là, selon l'article 224, c'est-à-dire les personnes, donc il faut faire attention, bien évidemment, donc lorsque on réalise un acte avec une personne qui est incapable. S'il est incapable, donc tous les actes passés avec cette personne sont considérés nuls de la force de la loi. Maintenant, les personnes dont la capacité d'exercice est limitée. Donc la capacité est limitée. Donc sans ces personnes, là, est limité EST. Donc l'enfant ayant atteint l'âge du discernement à 2 ans, grégorien révolu, et qui n'a pas atteint celui de la majorité, donc on le considère, cet enfant peut bénéficier de l'autorisation et considérer, on va bénéficier d'une capacité, mais limitée bien évidemment à une catégorie des biens, une partie de ces biens. Là, sur l'article 214. Alors le prodigue est la personne qui dilapide ses biens par des dépenses sans utilité ou bien futilité d'une manière qui porte préjudice à lui-même ou à sa famille, donc quand même des personnes dont la capacité est limitée. Ils ne sont pas interdits, mais leur capacité est limitée donc à des domaines bien déterminés. Puis le faible d'esprit, est celui qui est atteint d'un handicap mental, l'empêchant de maîtriser sa pensée et ses actes. Alors maintenant, les effets selon l'article 225 du Code de la famille, l'effet des actes passés par ces personnes, c'est-à-dire les actes passés par c'est-à-dire ces personnes dont la capacité est limitée, et on distingue entre trois scénarios. Donc, premier, ils peuvent être considérés valables. Quand est-ce que s'ils sont pleinement profitables à l'incapable. Et là, بان بان فعلا في مصلحته ان معناتها شراو ولا باعوا وديك البيعه مثلا ولا شريه دونك il est à leur intérêt. Maintenant, ils ont fait une très bonne matériel, une très bonne vente, un très bon achat. Donc, on les considère comme étant valables et on conclut l'exécution des actes. Sinon, nul contesque, s'ils lui sont préjudiciables, c'est-à-dire s'ils ne sont pas profitables à cette personne, on les considère comme étant nuls. Faire par exemple une donation. Faire une donation, donc le don c'est un acte unilatéral, donc
bien sûr, donc ça saute aux yeux qu'elles ne sont pas profitables à ces personnes dont la capacité est limitée. Puis, troisième cas, ces ont un caractère à la fois profitable et préjudiciable. Là, on ne sait pas exactement, d'une part, c'est profitable, d'autre part, donc, il est préjudiciable. Donc, ici, leur validité donc, est subordonnée à l'approbation d'un représentant légal. Il faut attendre, demander l'avis le représentant légal de cet incapable et voir s'il accepte ou bien s'il n'accepte pas. C'est l'exemple d'un contrat de vente. Là, ces éléments-là, c'est sur l'article 225. Alors, maintenant, incapable, quelqu'un qui est incapable d'exercer, c'est-à-dire quelqu'un qui ne bénéficie pas de la capacité d'exercice, bien sûr, donc, il bénéficie de la représentation. Et on parlait d'une représentation légale. Alors, les personnes incapables sont soumises au régime de la tutelle, de Wissaya, car ils ne peuvent exercer leurs droits personnellement, mais maintenant ils ne peuvent pas exercer leurs droits, mais ils le peuvent, mais par l'intermédiaire d'un représentant légal. C'est-à-dire il faut toujours la présence de leur représentant légal pour qu'ils exercent leurs droits. Selon l'article 230 du même code, on entend par représentant légal, au sens de présent livre, trois cas. Le tuteur légal, c'est Shari, soit le père, la mère ou bien le juge. À défaut, si la personne est orphelin. Donc là, le juge remplace les parents. Le tuteur testamentaire, on a un testament, c'est un tuteur, donc الممثل ديال الشخص اللي ما عندوش هاد la capacité d'exercice, mais il est désigné par le père ou bien par la mère, par un testament. واحد الوصية يعني تكتب كيوصيو بأن فلان هو اللي غيمثل الابن ديالهم. Sinon, dans le troisième cas, à défaut de les deux, on peut donc assister donc à l'existence d'un tuteur datif, c'est-à-dire c'est un représentant de l'incapable qui est désigné par le tribunal, par la justice. Alors, donc, quelques précisions par rapport à ces représentants légaux. D'abord, le tuteur légal, le père ou bien la mère, à défaut du père ou bien par la suite de la perte de la capacité de ce dernier, il y a le juge. Alors, le tuteur testamentaire, déjà dit, donc c'est la personne désignée par le père ou bien par la mère dans leur testament. Et enfin, le tuteur datif, c'est en l'absence du père, de la mère ou bien du tuteur testamentaire, le tribunal désigne un tuteur datif pour l'incapable. C'est-à-dire le tuteur datif, donc il doit être choisi généralement parmi les plus aptes et des proches parents. C'est-à-dire il faut également donc vérifier donc la proximité de ce représentant à cet incapable. Il faut qu'il soit quelqu'un de ses proches. À défaut, le tuteur, s'il n'y a pas normalement quelqu'un qui est proche des parents de l'incapable, donc le tuteur datif doit être choisi parmi d'autres proches parents, sinon parmi des tiers. On peut choisir une tierce personne pour représenter donc un incapable. Donc il est à remarquer que le représentant légal exerce la tutelle sous un contrôle juridictionnel, c'est-à-dire donc les tuteurs, le représentant légal n'est pas libre d'une manière générale, c'est-à-dire sa marge de manœuvre est limitée parce qu'il est toujours contrôlé par la justice. Tous ces actes sont contrôlés par la justice. Voilà, donc cette vidéo donc prend fin ainsi. Dans la vidéo prochaine, donc je vais traiter l'identification de la personne physique et bien sûr donc passer dans le cadre de la deuxième section à la personne morale. Donc je vais traiter les deux éléments suivants, la distinction entre les sociétés et l'acquisition de la personnalité morale et ses effets. Merci pour votre attention.